Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, c'est une vidéo de mon lit parce que tout simplement j'ai la flemme, je suis en repos, je veux en profiter un maximum. J'ai travaillé dur pour obtenir ce confort de vie. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça m'aide beaucoup pour garder cette motivation et continuer de faire du contenu de qualité. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où justement, je vais détailler un petit peu mon portefeuille de valeurs, dans mon PEA, des actions notamment, parce que j'ai trouvé qu'il était, que voilà, que ce portefeuille, il était assez résilient en ce moment, là, en ce début d'année 2025. Et justement, voilà, suite à tout ce qui s'est passé dernièrement, DeepSeek, les annonces de Trump avec son investiture et la mise en place de tarifications douanières vis-à-vis du Canada, de la Chine et du Mexique, entre autres, hein, l'Europe, ça arrive bientôt, eh bien, je trouve que mon portefeuille s'en sort pas trop mal. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais dire pourquoi j'ai choisi ce type de valeur, qu'est-ce que j'en attends, et puis quelles sont éventuellement les autres valeurs qui m'intéressent. Petite anecdote également que je viens d'apercevoir sur le net, hein, pendant que les pays sont en pleine guerre économique par rapport à la politique de Trump, et ben pour l'instant, on a notre cher président Emmanuel Macron qui, lui, voudrait réduire les vacances scolaires pour, accrochez-vous bien, mieux apprendre. Alors, j'ai pas lu l'intitulé de l'article, il est peut-être sûrement en plus payant, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que des fois, nous, notre pays, la France, enfin en tout cas notre gouvernement, parce que nous, on n'est pas concernés, enfin si, mais le gouvernement, il a l'air vraiment d'être à côté de la plaque, hein, sans compter une potentielle énième motion de censure, cette fois-ci avec le gouvernement Bayrou. Bref, faut faire abstraction de tout ça, je pense. Comme la plupart des Français, au début, on s'en inquiétait, puis maintenant, en fait, ça nous passe un peu au-dessus. D'ailleurs, au niveau des marchés financiers, eh bien, ça fait même plus peur, ce genre d'annonce en lien avec le gouvernement. Tout le monde n'a plus rien à cirer. Tout le monde est plutôt concentré sur la politique de Trump et à quelle sauce on va être mangé par les Américains. Donc voilà, pour s'en sortir, eh bien, je pense qu'il est quand même intéressant de regarder du côté des actions, du côté de la bourse, sans forcément mettre tous les œufs dans le même panier, parce que justement, c'est dans ce contexte-là que justement, il faut avoir certaines sécurités. Alors bien sûr, il y en a qui s'intéresseront à l'or, hein. Moi, j'en ai pas, je trouve ça assez complexe et c'est pas je trouve que c'est pas forcément un choix judicieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Effectivement, l'or, c'est une valeur refuge pour certains. Mais voilà, on est en France, on a accès à un PEA. Ce PEA, c'est une enveloppe fiscale, il y a certains avantages. Et il n'y a pas que les valeurs françaises sur lesquelles on peut investir, il y a d'autres valeurs européennes. Et comme je vous ai dit, bah, l'Europe, c'est pas uniquement la France, hein, il y a d'autres pays qui sortent du lot. Et voilà, des valeurs qui sortent du lot que j'ai en portefeuille, on va voir ça ensemble tout de suite. J'oubliais, je tiens à préciser que je suis pas un professionnel de la finance, vous savez, je suis médecin, bref. J'ai pas une performance de dingue, donc c'est un portefeuille loin d'être parfait. J'ai fait des erreurs, et j'ai perdu beaucoup avec Stellantis. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, une action qui m'a coûté un bras. Je l'ai mis en description si ça t'intéresse. Là, je suis de nouveau en positif, mais pas de beaucoup. Faut pas oublier que la bourse, eh ben, ça peut être du court terme, hein, c'est ce qu'on appelle le trading, et plus communément le trading. Et il y a aussi le long terme. Le PEA, c'est plutôt une enveloppe pour des investisseurs long terme. Quand vous prenez les gens qui ont eu du Air Liquide ou du LVMH depuis 20 ans, eh ben, eux, ils sont clairement en positif et ils n'ont pas de cheveux blancs. Enfin, si, mais ils sont pas chauves. Du coup, j'aimerais ne pas devenir chauve moi aussi et rester serein comme eux. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense ceux qui me regardent mes vidéos sont investis en bourse ou comptent le faire, ça, en tout cas, ils sont intéressés. Mais je le rappelle quand même pour ceux qui le savent pas, la bourse, voilà, en France, il y a le CAC 40, les 40 valeurs les plus cotées. Et donc, on se dit, bah tiens, si on a des valeurs du CAC 40, on peut que réussir en bourse. C'est pas vrai, il y a des cycles, hein. Donc, en fait, pendant de longues années, ça a été les laboratoires pharmaceutiques et le luxe qui ont, entre autres, primé sur la bourse
française, hein, pour faire très simple, hein, pour résumer la situation. Là, actuellement, l'heure est plutôt à l'intelligence artificielle sur ces dernières années. On le voit notamment avec les valeurs américaines telles Nvidia, Apple, Microsoft, etc., hein, les sept magnifiques, comme on a l'habitude de les surnommer. En France, on n'a pas vraiment de valeur technologique. Alors, il y avait Capgemini qui s'y rapprochait, mais finalement, ça n'a pas l'air d'être ça. Et il y a, entre autres, Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, c'est un équipementier électrique au même titre que le grand, donc c'est, vous savez, les trucs, les parties qui disjonctent chez vous, bah, c'est du Schneider Electric, entre autres. Ben, ils ont décidé d'investir, d'être en lien étroit avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'elle a bondi sur le marché ces dernières années, hein. Je crois que de septembre 2023 à maintenant, donc en un an et demi à peu près, elle est passée de l'ordre de 140 euros à 270 euros à son max. Et là, actuellement, elle est autour de 240, 250 euros à l'heure où je vous parle. Il y a d'autres valeurs comme Essilor Luxottica qui sont plutôt apparentées luxe et lunetier. Donc c'est surtout un lunetier, hein, c'est Ray-Ban, Oakley, etc. Donc ils font tout ce qui est lunettes de soleil, lunettes de vue, lentilles, parce qu'ils tiennent des magasins comme Général Optique, il me semble, en France. Ils font des lunettes de ski, hein, vos casques de ski, vos lunettes de ski, vos visières. Voilà, c'est en partie eux avec Oakley. Et donc eux, ils ont bondi également dernièrement en bourse et ils ont encore de longs mois devant eux parce que notamment ils sont associés avec Meta par rapport à l'intelligence artificielle, enfin par rapport excusez-moi, aux lunettes connectées. Donc on voit la pub en ce moment. Donc comment ça fonctionne la bourse en pratique? Et ben je prends l'exemple des cils Luxottica. Cet été, il y avait une rumeur comme quoi Meta allait investir, allait s'associer avec EssilorLuxottica, donc le titre est monté, donc ça c'est by the rumor, c'était la rumeur, et il se trouve que pour ce cas précis, ça a été confirmé, il y a bien et bien eu une association entre ces deux entreprises, et du coup là, jackpot pour EssilorLuxottica, vous allez me dire jackpot également pour Meta, et ben le cours a augmenté. Moi, j'étais actionnaire de Essilor-Luxottica, j'en avais que 10 actions. Je l'avais acheté à 185, je l'avais revendu à 222 en pensant qu'elle allait avoir une correction. Et bien finalement, la correction, elle a été très légère jusqu'à 210 euros sur 4-5 jours. Et puis là, maintenant, à l'heure où je vous parle, elle a franchi la résistance très forte des 233, 235 euros. Et elle est, je crois, aux alentours de 260 euros actuellement. Les analystes la voient monter jusqu'à 300, 320 euros. Pourquoi pas, mais ça aussi, il faut être prudent. Les analystes, eh ben, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Ils sont très bien payés pour le faire. Néanmoins, c'est pour ça que dans le cadre de mes vidéos et à titre personnel, ben, je me fais mes propres analyses en regardant un peu le fondamental. Le fondamental, c'est justement ce que publie l'entreprise, c'est-à-dire le résultat, le chiffre d'affaires, le résultat net, le résultat d'exploitation, le bénéfice net par action, etc. Et puis à l'analyse technique, c'est-à-dire la partie un peu psychologique de la bourse. Comment évolue un titre, une valeur en bourse, s'il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, si la tendance est à la hausse, la tendance est à la baisse. Il y a plein d'indicateurs, c'est assez complexe, mais il y a des moyens, on va dire, assez simples de pour pouvoir comprendre en fait comment évolue un titre et s'il va probablement continuer à monter ou pas. J'étais sur le point de vous montrer les différentes valeurs de mon portefeuille, pourquoi je les ai choisies, et puis en fait j'ai une notification sur mon smartphone comme quoi ouais, mon ordre a été exécuté sur BNP Paribas, donc je vais commencer par BNP Paribas tout de suite, je vais vous expliquer ce qu'il en est. BNP Paribas, valeur phare du CAC 40, donc grosse valeur bancaire, si ce n'est la plus grosse valeur bancaire en France, qui publie ses résultats aujourd'hui, qui justement fait partie du secteur bancaire qui est en pleine forme en ce moment. On le voit justement ici, voilà, de fin novembre à maintenant, bah, elle était en constante hausse. J'ai pour habitude de dire dans mes vidéos que en fait elle évolue toujours dans un trading range de l'ordre de 10 euros. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et vous voyez, le plus haut c'était proche des 72 euros avant dividende, donc proche des 68 euros. Et le plus bas proche des 55 euros pour faire très simple. Donc moi je l'avais pris vers 58 euros cette fois-ci. Et j'avais mis un ordre vers 66,30, hein, que j'avais déterminé une résistance, voilà, 66,27 qu'on pouvait voir ici. Et en fait, ce matin à l'ouverture,
bah, le prix d'ouverture a été à 66,50. Donc mon ordre a été passé. Donc j'ai récupéré mes bénéfices sur BNP Paribas. J'en avais pas mal, hein. Et vous allez me dire, bah, pourquoi je ne l'ai pas gardé par rapport au dividende de 4,60 €? Bah, tout simplement parce que comme c'est une valeur cyclique, et ben, je préfère gagner plusieurs fois de l'oseille dessus plutôt que d'attendre le dividende annuel. Et mon bénéfice est quasi deux fois plus grand parce que je suis passé de 58 à 66, ça fait 8 euros par action. Alors que là, on a 4,60 € par dividende annuel. Mhm. Maintenant, un petit mot sur PNR. PNR, c'est donc l'Amundi India PEA. Donc, c'est un ETF de Amundi qui réplique la performance du MSCI India. Donc, vous voyez, en constante hausse sur les dernières années. Et là, il y avait une correction. Alors, la correction récente de septembre à maintenant, bah, tout simplement, c'est parce que la Banque centrale indienne a décidé dernièrement de ne plus soutenir l'économie indienne en renforçant la monnaie indienne qui est le roupie, et donc au détriment enfin, par rapport au dollar tout simplement. Et donc du coup, dans le but de relancer l'économie, et donc ça a été mal perçu par les investisseurs, ce que je peux comprendre, hein, puisque tout simplement la roupie était en train de perdre de la valeur. Donc c'est pour ça que ça a baissé. Voilà, donc on rappelle en août, c'était le mini crash par rapport au carry trade au Japon. Et là, vous voyez, on est beaucoup plus bas, mais on reste quand même en tendance haussière. Donc là, on est arrivé sur un support voilà, de 25,80 et on est en train de remonter progressivement la pente. C'est un titre qui, sur le plan technique, il faudrait éventuellement vendre pour y retourner dessus, hein, puisqu'on est en tendance baissière sur du court moyen terme. Je ne vends pas parce que ça fait un faible pourcentage de mon portefeuille, c'est que 1%, donc j'en ai très peu. Je l'ai acheté en dessous des 23 euros, on est à proche des 27 euros actuellement, donc ce qui me fait une plus-value de l'ordre de 18%, donc pas de panique pour cette valeur. Ensuite, on a Air Liquide. Bien sûr, je suis actionnaire de Air Liquide comme la plupart des boursicoteurs français. Vous voyez, tendance haussière de long terme. Elle corrige régulièrement, mais c'est en lien avec l'histoire des dividendes. J'ai fait une vidéo également là-dessus sur le dividende et les actions gratuites. Elle est dans la description de cette vidéo. Donc là, on est de nouveau en tendance haussière de court terme de fin décembre à maintenant. Vous voyez, elle est arrivée sur une résistance proche des 170, pardon. Donc actuellement, voilà, c'est un peu tard pour y rentrer. Moi perso, je disais qu'il fallait éventuellement y rentrer vers 160 euros, c'était pas mal du tout. Là, on est proche des 170. Ah, elle va continuer à monter. Vous voyez, il y a ce canal que j'ai tracé en jaune. Donc, elle tend à monter, elle tend à aller au 175 plus tard. Mais c'est pas le meilleur moment pour entrer sur cette valeur actuellement. Donc, il est possible qu'il y ait une petite correction aux alentours, je sais pas, moi, peut-être des 165. Voilà, je doute qu'elle retourne tout de suite aux 160. Néanmoins, cela reste possible. Et puis là, on voit qu'il y a un support qui n'est pas affiché ici. Je le mettrai à peu près par ici. Donc, vous voyez, là, aux alentours des 165 euros, ça pourrait être également un point d'entrée intéressant actuellement. Maintenant, il s'agit de Euronext. Euronext, c'est la valeur qui a largement battu le SP 500. Je vous l'ai mis également dans la description pour expliquer en détail ce que c'est que Euronext. Donc, vous voyez qu'on évolue toujours aussi bien dans ce canal haussier que j'ai défini en rose. Et donc, moi, j'étais rentré à 107,50 € exactement. Et là, vous voyez, on est à 112 € et 70 centimes actuellement. Et les analystes d'investir, entre autres, enfin, tout le monde est à l'achat sur cette valeur et comme je disais dans une précédente vidéo, eh bien, elle résiste fortement aux crises politiques actuelles, hein, que ce soit en lien avec Trump, que ce soit en lien avec le gouvernement français, l'adoption du budget par le 49.3 ou l'utilisation du 49.2. J'ai découvert ça aujourd'hui, il y a le 49.2, je vous laisserai regarder par vous-même ce que c'est que le 49.2 qui pourrait être utilisé par le Parti socialiste. En tout cas, voilà, revenons à la bourse. Voilà, tendance haussière nettement définie comme on peut le voir. Donc, tranquille pour valeur sûre Euronext. Comme je vous disais avec BNP, le secteur bancaire est en pleine forme. C'est le cas actuellement, c'est le cas également, pardon, de Commerzbank, donc c'est l'équivalent de la BNP en Allemagne, donc éligible au PEA car valeur européenne. Vous voyez, elle aussi dans un canal haussier
de long terme. La résistance prochaine, je l'ai définie à 23 272. Il y en a une autre un peu plus haut, voilà, proche des 39 euros. Mais chaque chose en son temps. La première étape, c'est d'atteindre les 23 euros. Donc là, on y va clairement à travers ce canal aussi que j'ai défini en rose que vous pouvez voir ici. Donc là, on arrive en haut de canal. Donc peut-être qu'il va avoir une correction légère autour des 17 euros, hein, pourquoi pas. Là, on est actuellement à 18,35 €. Néanmoins, pas de panique. Voilà, tant que ça reste dans ce canal haussier, pas de panique. Ensuite, dans mon portefeuille, j'ai Fresenius. Fresenius, c'est un équipementier médical qui fait notamment les pousse-seringues et certaines perfusions. Donc, c'est coté sur la bourse allemande, donc éligible au PEA. Donc, vous voyez, en 2021, elle était à un plus haut de l'ordre de 45 euros. Là, actuellement, elle est sur une pente haussière depuis mi-octobre 2022. Et donc, vous voyez, elle continue de monter. Et j'avais calculé à titre personnel la progression supplémentaire, voilà, un potentiel encore de 7% pour aller jusqu'au 39,70 €. Elle cote actuellement 36,50 €. Moi, je l'ai acheté autour des 36,80 € de PRU, donc de prix revient unitaire. Donc, je suis en léger négatif dessus. Mais voilà, je vise une valeur proche des 40 euros. Alors celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un ami à moi qui s'y connaît assez bien en bourse, en tout cas en investissement, et il m'avait suggéré cette valeur. Donc elle s'appelle Jerónimo Martins. Donc c'est une valeur portugaise. Donc c'est un des grands spécialistes de la distribution alimentaire de produits et de solutions au repas. Et donc, effectivement, vous pouvez le voir depuis août, depuis fin juillet jusqu'à maintenant, elle est en tendance haussière. Donc voilà, on se rapproche d'une résistance, hein, proche des 19 euros. Il y en a une autre proche des 20,80 €. Donc moi, je suis rentré sur le titre autour des 19,40 € de prix de revient unitaire. Donc voilà, je suis légèrement négatif parce qu'elle cote actuellement à 19,05 €. Mais voilà, elle n'a pas l'air impactée par les annonces actuelles. Donc si elle franchit en force ces 19,14 € comme le logiciel ProRealTime m'affiche, eh bien direction les 20,82 €. Alors moi qui avais beaucoup de valeurs issues du CAC 40 quand j'ai débuté en bourse, en pensant bien faire, hein, bah, on apprend de ses erreurs. J'ai toujours du Vinci en forte pondération. J'ai un PRU proche de 107 euros. Donc c'est la résistance affichée ici, là, 106,76. Donc moi, c'est mon PRU tout simplement. Et là, voilà, on est en tendance haussière de court terme, en tout cas depuis mi-décembre à maintenant. Donc elle publie ses résultats jeudi. Bah, personnellement, j'espère qu'ils seront bons. En tout cas, elle a l'air de prendre la direction des 107 euros. Le reste à savoir si elle franchira cette résistance et donc la prochaine est proche des 109,50 €, 110 €. Et je pense personnellement que le plus haut historique proche des 120 euros, là, s'ajouter par le dividende donc à 115,50 €. C'est vraiment pas pour tout de suite. Sachant elle va payer pas mal d'impôts, au même titre que LVMH, hein, par rapport au redressement, on va dire, fiscal. Enfin, c'est pas le redressement fiscal, c'est plutôt par rapport au budget euh, qui est enfin, voté ou passé par le 49.3, le budget du gouvernement français, du gouvernement Bayrou actuel et avant le gouvernement Barnier, qui annonçait justement pour ces grands groupes français, issus du CAC 40 notamment, bah, beaucoup plus d'impôts tout simplement, et donc ça n'a pas forcément plu aux investisseurs. Néanmoins, elle est en tendance haussière de très long terme, hein, vous voyez le canal jaune, donc pas du tout inquiet pour cette valeur. Je la garde en fond et puis elle génère un dividende proche des 3 euros, il me semble. Toujours dans le CAC 40, j'ai également du Total Energy comme la plupart des investisseurs français. Donc elle est connue pour son dividende trimestriel proche des 80 centimes maintenant, ce qui fait 3,20 € en annuel, ce qui fait un bon rendement pour une valeur à moins de 60 euros. Donc c'est une valeur définie actuellement comme une valeur rendement. C'est également une valeur de croissance car on voit justement que euh, elle est en tendance haussière de long terme. Elle est en train de corriger dernièrement. Je ne sais pas trop
Pourquoi? Est-ce qu'elle est surévaluée? Peut-être. En tout cas, voilà, la grosse zone d'achat, de achat résistance, c'est ce gros rectangle que je vous ai représenté, grosso modo entre 55 euros et 60 euros. Moi, j'ai un PRE autour de 59 euros. J'en ai pas mal. C'est plutôt un côté, on va dire, défensif de mon portefeuille. Est-ce que je la garderai toute ma vie? Peut-être, peut-être pas. Je n'ai pas de stratégie entièrement basée sur les dividendes. Je suis plutôt valeur de croissance, plutôt swing trading par moment, notamment avec BNP. En tout cas, voilà, pas du tout inquiet sur le devenir de Total Energy, sachant qu'elle pourrait devenir également cotée aux États-Unis, donc ce qui pourrait fortement attirer des investisseurs américains et donc faire potentiellement monter la valeur, peut-être de nouveau à ses plus hauts, proche des 70 euros. J'ai également du L'Oréal dans mon portefeuille. Bon, j'ai pas été très bon sur cette valeur parce que quand j'ai vu qu'elle se rapprochait des 460 euros, bah, j'ai pas vendu l'année dernière. Gros regret parce qu'elle a bien corrigé par la suite. Donc, vous voyez, tendance haussière de long terme sur ces 10 dernières années. Et là, grosse correction représentée par cette oblique rose. Donc, on va dire voilà, de juin 2024 à maintenant. Et donc là, en fait, bah, le but recherché, c'était de repasser par-dessus cette oblique, hein. Ça fait partie de l'analyse technique. Donc ça, c'est un signal fort. Donc là, on est plutôt sur une bonne conjoncture pour L'Oréal. L'Oréal qui publie également ses résultats jeudi, il me semble, après clôture, au même titre que Vinci. Donc, il y en a qui parlent de double bottom. Double bottom, bah, ce sont comme des fesses, hein, tout simplement en anglais. Donc, c'est ce premier creux, ce deuxième creux, qui sont plutôt larges. Donc, ça pourrait fonctionner. Et donc, du coup, bah, si on réplique le coût de cette figure. Donc voilà, c'est là, de 320 au plus bas, on va dire, à 368, ça fait 48 euros. Donc 368 plus 48 euros, ça ferait à peu près, je dis bien, aux alentours, une valeur autour des 410 euros en objectif. Ça, je vous explique de manière assez simple, hein. Voilà, le but, c'est pas de vous noyer dans les informations techniques, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, j'ai un PRU proche des 386 euros, malheureusement. Donc j'attends, enfin j'aurais pu vendre et couper mes pertes, mais comme là on est en tendance haussière, eh bien écoutez, je vais continuer, je vais attendre voilà, que L'Oréal monte un peu plus haut. Est-ce que je revendrai au prix d'achat proche des 386 euros ou est-ce que j'attendrai les 410 euros? Je pense que j'attendrai voilà, cette résistance proche des 412,60 euros, 413 euros, 412,91 euros exactement. Voilà pour L'Oréal. Alors, je sais qu'il faut pas être amoureux d'une valeur en bourse. Je l'ai appris à mes dépens, notamment avec LVMH. On va en parler dans quelques instants. Donc là, c'est Bourse Direct, c'est une valeur éligible au PE et au PME parce que c'est considéré comme une petite et moyenne entreprise. Donc, c'est une société de courtage qui est connue depuis les années 2000, hein, qui a connu ses heures de gloire en 2000. Et puis ensuite, la valeur boursière, elle était régulièrement en dessous d'un euro. Et puis, quand il y a eu la crise Covid, voilà, il y a un regain pour cette valeur et là actuellement elle est montée assez plus haut, proche des 6 euros. Là actuellement elle cote 4,60 euros. Moi j'ai un PRU à 4,74 € pour être honnête avec vous. Je la garde parce que voilà, je suis cette tendance haussière représentée par cette ligne jaune. J'aurais pu vendre autour des 6 euros, hein, je l'avais déjà à- avant qu'elle atteigne ces 6 euros. Néanmoins, je ne l'ai pas fait parce que bah, j'étais débutant à ce moment-là. Alors, je le considère toujours encore comme un novice aux yeux de certains, mais j'ai acquis l'expérience, voilà, notamment, ça fait presque un an et demi que je suis très investi en bourse, hein, que ce soit financièrement ou que ce soit intellectuellement. Je passe beaucoup de temps dessus, ça me plaît vachement, voilà. Ça permet de voir d'autres choses que de la médecine et des patients, des gens malades et voilà, des choses tristes au travail. Néanmoins, j'adore mon métier également, hein. Ça me permet notamment voilà, de consacrer du temps euh, là-dessus, sur ce hobby, entre guillemets. C'est pas qu'un hobby, c'est aussi une, une idée de placement plutôt avantageuse, si ce n'est pas la meilleure à mes yeux. On verra par la suite si le temps me donne raison ou tort. Donc voilà, je reviens sur Bourse Direct. Objectif, bah, vous voyez les résistances actuelles, 4, 4,79.
5,40, ouais, j'ai retenu voilà, 5 euros et 5,40 et 6 euros. Donc voilà, une résistance majeure décrite à 5,46. Moi, de toute façon, quoi qu'il advienne, je garde. J'en ai 5 000 actions. Donc c'est pour vous dire à quel point je crois cette valeur. Je vous dis pas d'en prendre, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je trouve que le point d'entrée autour des 4,50 €, il me paraît pertinent. Voilà, c'est une tendance aussi à long terme. Je rappelle que les résultats de Bourse Direct vont être publiés le 28 février, il me semble, donc, et qui vont être vraiment bons. Ils ont des partenariats donc sur le plan fondamental avec BNP, notamment sur leurs ETF, et ils ont une association aussi avec Morgan Stanley, il me semble, et Amundi. Et enfin, dernière valeur de mon portefeuille EPA, il s'agit de l'ETF BNP SP 500, donc plus communément ESE. Eh ben oui, je l'avais vendu, j'en ai repris. Vous voyez, je reste transparent et honnête avec vous. J'en ai repris. Alors, j'avais vendu fin décembre en pensant que ça allait fortement corriger parce que voilà, les valeurs tech sont très chères. Est-ce que les gens vont-ils continuer à payer ce genre de valeurs, notamment américaines? L'investiture de Trump, eh bien, c'était un peu une incertitude avec les dingueries qui nous sont au quotidien. Donc voilà, dernièrement, bah, il y a eu DeepSeek, donc l'IA chinoise, qui ferait tout aussi bien que les IA telles qu'on connaît, donc Nvidia, Tesla, etc. Donc ça a légèrement corrigé, voilà, avec ce gap, comme on peut voir ici, ce trou de cotation là que j'ai pas représenté, mais je vous le montre avec la souris. Et puis voilà, c'était remonté. Donc si on se fonde sur le S&P 500, que je vais vous montrer tout de suite, je vous le montre tout simplement car cet ETF a pour vocation de répliquer le S&P 500, la performance du S&P 500. Donc vous voyez, en fait, on tourne autour des 6 000 points. Vous voyez, 5 994 actuellement, un plus haut proche des 6 120 points. On est en tendance haussière de court terme et de long terme. Donc là, sur le court terme, en fait, il y a une consolidation ou une latéralisation entre grosso modo 5 864 et 6 000 points, 6 100 points. Donc moi j'avais peur que justement ça corrige. Vous voyez, moi j'avais vendu, je vous ai dit fin décembre, donc pour être honnête avec vous, à peu près par là. Mais l'ETF, il y a un petit décalage avec le cours du S&P 500. Mais grosso modo, j'avais vendu ici. Et vous voyez, ça avait continué à descendre un peu plus bas. Donc ça, il me semble que... non, ça, c'est pas DeepSeek. DeepSeek, c'est à peu près par là. Il y avait cet îlot de renversement avec ces deux gaps en me disant, voilà, ça, c'est une figure de retournement baissière. Donc j'ai préféré être prudent et je me suis dit, bah, je vais pas rentrer à nouveau sur le S&P 500. Et finalement, quand j'ai vu qu'il remontait, j'ai acheté vendredi, il me semble, voilà, vendredi. Donc ça fait partie de cette bougie rouge. Je sais pas pourquoi elle est rouge d'ailleurs, parce qu'elle était verte ce jour-là. Il y avait plus de 1 et quelques pourcents. Bon, c'est le S&P 500. Moi, c'était pardon, l'ETF. Donc l'ETF, je vous dis, il réplique pas exactement au même moment les performances du S&P 500, mais à la fin sur l'année, bah, ça tend à être la même performance, hein. Et voilà, donc pour l'instant, je suis en léger négatif sur l'ETF. Néanmoins, bah, j'ai un avantage grâce à Bourse Direct, donc c'était jusqu'à février, il me semble, donc je suis client Bourse Direct, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, ils offrent les frais de courtage sur les ETF BNP type ESE, qui sont de 0,12%, je le rappelle. Ceci associé aux frais de courtage de Bourse Direct bah, en fonction du montant de l'ordre, ça peut aller jusqu'à un minimum de 0,09%. Bref, pour moi, quand j'ai acheté, ils étaient offerts ces 0,12% de BNP parce qu'il y a un partenariat et c'est, il me semble, deux ordres maximum par mois concernant ces ETF. Et là, c'était l'offre, elle était jusqu'à février. Donc moi, j'avais acheté le 31 janvier de peur que également bah, l'offre, elle saute. Donc ça m'a quand même fait économiser une quarantaine d'euros, hein. Donc c'est pas mal. Bon, voilà, pour revenons au S&P 500, la tendance haussière, elle reste clairement haussière. La tendance haussière, elle est encore présente, hein, sur le long terme. Donc c'est plutôt une valeur de défense. Bien sûr, n'oubliez pas de ne pas mettre
tous les œufs dans le même panier. À un moment donné, j'avais envie de tout mettre sur le S&P 500, tellement je trouvais cet indice fabuleux. Il faut rappeler quand même que sur les 2 dernières années, il a fait une performance proche des 25%, il me semble. Et le Nasdaq, je me demande si c'est pas l'ordre de 30% sur l'année 2023. Et comme je suis un nostalgique et comme j'aime me complimenter sur mes victoires, eh bien sûr, je peux pas m'empêcher de parler de LVMH. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, dans mes précédentes vidéos, que je l'ai vendu à 750 euros. Euh, voilà, il y a eu les résultats un mardi où justement ils ont été bons mais insuffisamment bons. Ça, c'était sûr que le marché allait tracher LVMH, même si c'est LVMH. Du moins sur le court terme, c'était sûr. Alors Bernard Arnault, il a beau dire oui, on paye trop d'impôts en France, etc. Il y a quand même la plupart des Français qui ne le pleurent pas absolument. Il est quand même milliardaire, faut pas l'oublier, l'un des plus riches au monde. Donc en fait, oui, il n'a pas forcément tort sur certains points, mais bon, on a difficilement envie de continuer à vouloir enrichir ce genre de personnes. En tout cas, on va pas s'apitoyer sur son sort, ni celle des autres grands patrons d'entreprise, hein. C'est la même chose pour Elon Musk et ses penchants politiques. Voilà, donc LVMH, et ben, à l'heure où je vous parle, et ben, je vous dis, voilà, elle était quand même montée, voilà, je l'ai vendue à 750 euros, excusez-moi, elle est montée jusqu'à un plus haut de 760 sur la pointe, hein, dernièrement, et là, actuellement, ben, elle a 688 euros, quoi, donc c'est la douche froide, hein, c'est la douche froide pour les actionnaires d'LVMH, hein. Bernard, il fait la gueule, hein, mais bon, lui, il peut survivre 1000 fois sur cette planète. J'en dis pas autant des actionnaires LVMH, hein. Si vous étiez abonné à ma chaîne, eh ben, vous n'aurez pas fait ce genre d'erreur. Et je suis obligé de parler d'elle aussi. Ça fait très longtemps que je n'avais pas parlé d'elle parce que justement, pour moi, elle ne m'intéresse plus. Mais de temps en temps, je regarde parce qu'on est tous un petit peu curieux. Et puis, voilà, on veut voir comment elle évolue. Bien sûr, je parle de Stellantis, hein. Stellantis, si c'est pas une saucisse, ça. Stellantis, hein. Pourtant, Peugeot, ça a de la gueule, Citroën moins, mais Peugeot, ça a de la gueule. Sans compter bah, les autres marques américaines, hein, Jeep, Chevrolet, machin, Chrysler, pardon, enfin bref, mais Dodge, ah là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. Carlos, franchement, il s'est bien foutu de nous, hein. Carlos, il vit une retraite plus que dorée, elle est d'or et de platine, hein, comme dirait un certain rappeur. Voilà, lui, il est au-dessus de tout, hein, au Portugal, en train de boire son vin, en train de picoler, et attendre sa fin joyeusement. Bon, j'arrête mes conneries. Stellantis, actuellement 12,35 €. À un moment, on a cru une remontada quand elle a touché les 13 euros. Néanmoins, quand on dit qu'elle est en tendance baissière, ça, c'est voilà, la science, entre guillemets. On s'abstrait, on enlève les sentiments et on regarde. Stellantis plus haut à 27 euros. Et puis après, c'est la douche froide, mais plus qu'une douche froide, c'est la descente aux enfers avec tous ces défauts techniques en lien avec leur véhicule. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire de Stellantis. En moins, elle est redescendue jusqu'à 11,70 € à peu près à son plus bas dernièrement. Il y en a qui la voient à 10 euros. Après, ils ont dit non, c'est bon, elle remonte, hein. Effectivement, moi, quand j'avais vendu à 11,85 €, hein, je l'avais acheté à peu près 21 euros, donc c'est pour vous dire que ça m'a fait mal. Eh bien, voilà, quand j'ai vu remonter, je me dis, mince, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle remonte à 13 euros. Néanmoins, la bourse est connue pour être le temple des regrets, mais là, je ne regrette absolument pas de m'en être débarrassé à 11,85 €, même si c'est remonté transitoirement par la suite jusqu'à 13 €, 10, 13,20 €. J'ai pu investir cet argent sur d'autres valeurs voilà, qui m'ont donné une plus-value positive, et surtout, bah, j'ai arrêté de me voilà, de me faire des nœuds au cerveau à cause de Stellantis. Donc voilà, ça reste du secteur automobile. Alors oui, vous allez me dire, il y a Renault qui est en pleine forme, la Renault 5, voiture élue de l'année, meilleure voiture de l'année en 2025. Faut pas oublier que voilà, il y a ce qui se dit, donc peut-être qu'il y a eu des pots de vin, on ne sait pas, hein. Donc voilà, donc faut toujours prendre ça avec des pincettes. Faites-vous votre propre idée sur cette bagnole qui est la Renault 5. Ça reste une voiture électrique qui reste quand même chère. Effectivement, après, ceux qui sont nostalgiques de la vieille R5, bah oui, je suis sûr qu'ils sont contents d'avoir ressorti un modèle, on va dire, rétro. Bref, je reviens à mes moutons, la bourse et le secteur automobile.
c'est pas du tout un secteur qui performe. Renault fait mieux que les autres, mais pour combien de temps? Il y en a qui disent qu'elle va viser de nouveau les 60 euros. Non, 50, 51 euros, c'était la résistance, c'était décrit. Ceux qui s'intéressent à ces techniques, ils l'ont bien vu. Voilà, donc effectivement, elle était à 40 euros il y a très peu de temps. Donc oui, il y en a qui sont fait beaucoup d'argent grâce à Renault. Mais voilà, c'est une affaire de cycle. Le secteur automobile n'est pas du tout en forme avec les normes écologiques, les normes européennes, les gens qui ne veulent pas forcément acheter l'électrique parce que ça coûte cher et donc ils reviennent au diesel et à l'essence. Et bien sûr, il y a l'hybride. Donc voilà, j'ai même cru comprendre que Stellantis était en train de revoir un peu sa stratégie et de ne plus être full électrique parce que justement, sinon ils peuvent pas survivre en fait, on va dire financièrement. Voilà, ils vont être obligés de fermer les usines, licencier les salariés et après les gens vont pas être contents. Bref, le secteur automobile, moi je pense qu'il est à éviter. Il y a des secteurs qui performent mieux, comme l'intelligence artificielle, ça on le sait. Et encore là, elle est déjà à son plus haut, donc elle va probablement corriger un peu avant de remonter à nouveau. Mais l'intelligence artificielle, c'est clairement l'avenir. Le secteur bancaire, en ce moment, il surperforme. Le secteur des assurances aussi. Là, si vous regardez AXA, elle a fait un beau parcours. Il y a également Accor. Alors ça, c'est les hôtels. On dit tout le temps que l'immobilier, c'est pas ouf. Néanmoins, Accor s'en sort très bien dans le monde et c'est pour ça que la valeur boursière monte depuis des mois. Donc à surveiller également. Et puis, bien sûr, je finirai cette vidéo sur la baisse des taux de la BCE. Donc voilà, pourquoi elle baisse? Bah, c'est une bonne chose, oui, mais ça reflète malheureusement notre économie européenne qui est mauvaise, en comparaison notamment avec les États-Unis et la Fed qui décide de ne pas baisser les taux parce que l'inflation est toujours très présente aux États-Unis, mais il y a également une économie forte aux États-Unis. Trump, moi je pense qu'il est en train de faire n'importe quoi, à vouloir cette politique protectionniste en voulant taxer tout le monde sauf les États-Unis. euh, et favoriser les Américains. À force de se mettre tout le monde à dos, et ben voilà, l'inflation risque de monter parce qu'il y aura une concurrence plus ou moins loyale ou déloyale, ça dépend comment on voit les choses. Et donc du coup, c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs décidaient d'alléger leur position sur les positions américaines parce que justement, cette inflation elle est forte et l'inflation, ça reste l'ennemi de tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut. Merci beaucoup. À partager autour de toi si ça t'a plu. À dire en commentaire tout ce qui te passe par la tête, que ce soit boursier, que ce soit non boursier, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé dans ce type de vidéo. Et puis, je te dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.